très optimiste. Ah, si, moi je pense qu'on va leur marcher dessus, mais bon, après, ça c'est que mon avis. Moi je pense que ça va se finir à 3-0 ou 3-1. Donc. Avant cette demi-finale, cette équipe de France terrorisait la planète entière. Elle enchaînait les victoires sans jamais trembler. Elle empilait les buts contre tout le monde, et aucun adversaire n'avait réussi à la faire passer derrière au score, même pas une minute. Devant, des monstres à chaque poste. Un Dembélé ballon d'or, un Olysée en train de chasser un record de Pelé, et un Mbappé en feu avec 8 buts, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, et devenu pendant ce mondial le meilleur buteur de l'histoire des matchs à élimination directe devant Pelé, Ronaldo et Messi. Toutes les équipes encore en vie priaient pour ne pas la croiser, et beaucoup la voyaient déjà comme la plus grande équipe de France de tous les temps, à 2 matchs d'une 3e étoile qui semblait promise. Moi je regarde le foot, j'ai jamais vu une équipe de France aussi forte. En tout cas devant. Après derrière on a toujours été plus fort, mais là devant j'ai jamais vu un truc aussi fort. Donc vas-y, on va quand même laisser un peu les choses faire quand même. Et en 90 minutes, tout s'est effondré. L'Espagne les a mangés avec un plan ultra malin, préparé à l'avance, qui visait une faille précise de cette équipe. Une faille dont je t'avais parlé sur cette chaîne avant le début de la Coupe du Monde. Et quand tu verras ce que les Espagnols ont fait de cette faille, tu comprendras que rien dans cette soirée n'était un hasard. Parce que ce qui a choqué le monde entier, c'est même pas la défaite. C'est l'image que cette France a renvoyée. Le favori numéro 1 de la Coupe du Monde a couru derrière le ballon toute la soirée, sans jamais se créer une seule vraie occasion, avec un Mbappé fantôme et un chef d'orchestre tellement étouffé que Deschamps a dû le sortir. Une équipe qui a donné l'impression d'abandonner, le soir de la fête nationale, au pire moment possible de son histoire. Alors comment la plus grande France de l'histoire s'éteint comme ça en une seule soirée? Pourquoi cette Espagne la bat à chaque fois qu'elle se croise? Et qu'est-ce qui rend cette défaite encore plus cruelle qu'elle en a l'air? Je vais tout te montrer. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu verras plus ce match et ce parcours de la même façon. Avant de te raconter la chute, tu dois d'abord mesurer la hauteur d'où cette équipe est tombée. Parce que pendant 6 matchs, cette France a fait quelque chose que ce tournoi n'avait jamais vu. 6 matchs, 6 victoires, 16 buts marqués, 2 encaissés. Et là où toutes les autres grandes nations ont souffert, sont passées par des prolongations, des tirs au but, des frayeurs, la France est la seule équipe du tournoi qui n'a jamais eu besoin d'une seule minute de plus que les 90. On n'est pas trop confiant alors du coup. Bah non, mais à un moment donné, enfin, je sais pas, mais quand t'alignes les matchs qu'on a fait depuis le début, quand t'alignes les joueurs qu'on a, quand tu vois le banc de touche qu'on a, moi j'ai regardé l'Espagne contre la Belgique, si le gardien, si Courtois sort pas, je pense que la Belgique elle va au penalty et je suis pas sûr qu'elle perde. Donc en fait, moi je suis pas inquiet par l'Espagne, enfin franchement, puis on va pas être inquiet quand on est là, quand on joue. Regarde le parcours. Le Sénégal, battu 3-1 dès l'entrée. L'Irak, 3-0 sans forcer. La Norvège, 4-1. La Suède en 16e, 3-0, avec 25 tirs à 7. Le Paraguay en 8e, le même Paraguay qui venait de sortir l'Allemagne au tir au but, étouffé 1-0. Et le Maroc en quart. Le Maroc, la sensation du tournoi, l'équipe invaincue depuis plus de 2 ans, celle dont tout le monde disait qu'elle pouvait poser des problèmes à cette France. Et là encore, victoire 2-0, avec des Marocains incapables de cadrer un seul tir avant la 84e minute. 3 matchs à élimination directe, 3 clean sheets. Et il y a une stat encore plus folle que tout ça. En 6 matchs, la France n'a jamais été menée au score. Aucune équipe n'a réussi à la faire douter, même un instant. Pendant que l'Argentine tremblait contre le Cap-Vert, l'Égypte et la Suisse, pendant que l'Allemagne se faisait sortir par le Paraguay, pendant que l'Espagne elle-même se faisait accrocher 0-0 par le Cap-Vert, la France gagnait tous ses matchs sans jamais être inquiétée. Et cette équipe avançait vers quelque chose d'historique, une 3e finale de Coupe du Monde consécutive. Dans toute l'histoire du football, seules 2 nations ont réussi ça. L'Allemagne entre 82 et 90 et le Brésil entre 1994 et 2002. La France était à 90 minutes de rejoindre ce club d'élite. Finaliste en 2018, victorieuse. Finaliste en 2022, battue au tir au but après l'une des plus grandes finales de l'histoire. Et là en 2026, elle se présentait en demi-finale avec le meilleur parcours de tous les qualifiés. Le statut de numéro 1 mondial au classement FIFA et une étiquette que plus personne ne contestait, celle de grande favorite à la 3e étoile. D'ailleurs, toutes les équipes encore en vie dans ce tournoi pensaient exactement la même chose sans oser le dire tout haut, pourvu qu'on ne tombe pas sur la France. Les consultants du monde entier le répétaient sur tous les plateaux. Cette équipe n'avait aucune faiblesse visible. Elle pouvait te dominer, te contrer, gagner beau, gagner moche. Peu importe comment le match se passait, il finissait toujours de la même façon. Mais les résultats ne suffisent pas à expliquer pourquoi cette équipe terrorisait tout le monde. Ce qui rendait cette France unique, c'était ce qu'il y avait dedans. Un effectif tellement fou que beaucoup la considéraient déjà sur le papier comme la plus grande équipe de France de tous les temps. Commençons par l'homme qui portait tout, Kylian Mbappé. Ce qu'il faisait dans cette Coupe du Monde dépassait tout ce qu'on avait vu. 8 buts en 6 matchs, à égalité avec Messi en tête du classement des buteurs. Pendant ce tournoi, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 58 buts. Il a atteint les 20 buts en 20 matchs de Coupe du Monde. Et surtout, il a battu un record que personne ne pensait voir tomber. 12 buts en match à élimination directe de Coupe du Monde. Personne n'a jamais fait ça.
Ni Pelé, ni Ronaldo, ni Messi, ni Klose. À 27 ans, Mbappé était déjà seul au sommet de cette statistique. À côté de lui, la révélation du tournoi, Michael Olise, le créateur que la France cherchait depuis des années. 5 passes décisives, à une seule du record de Pelé sur une édition qui tient depuis 1970. C'est lui qui trouvait les passes que personne d'autre ne voyait. Lui qui ralentissait le jeu quand il le fallait. Lui qui connectait le milieu à l'attaque. Sans lui, la France de 2024 ne savait pas quoi faire contre un bloc bas. Avec lui, elle avait une solution à tout. Et de l'autre côté, Ousmane Dembélé, le ballon d'or en titre. Le joueur le plus imprévisible de l'équipe. Celui qui a mis un triplé en une seule mi-temps contre la Norvège. Le premier triplé en première mi-temps d'une Coupe du Monde depuis plus de 30 ans. Derrière eux, Tchouaméni et Rabiot verrouillaient le milieu. Et la défense Koundé, Upamecano, Saliba devant Maignan venait d'enchaîner 3 clean sheets en match à élimination directe. Mais le plus effrayant dans cet effectif, c'était même pas le 11 de départ, c'était le banc. Doué, Cherki, Koné, Zaïre Emery, Théo Hernandez, Thuram, des joueurs qui seraient titulaires dans presque toutes les sélections du monde et qui attendaient leur tour. C'est ça qui rendait cette équipe injouable. Tu pouvais neutraliser un danger, il en restait 3. Tu marques Mbappé et Dembélé, Olise et Barcola sont libres. Tu fatigues leur attaque pendant 70 minutes, Deschamps fait entrer des cracks tout frais. Et tactiquement, il n'y avait aucune bonne réponse contre cette équipe. Si t'attaquais, Mbappé détruirait ton dos en une passe. Si tu défendais bas, Olise trouvait la faille. Si tu fermais l'axe, Dembélé isolait ton latéral et le tuait en 1 contre 1. Si tu rendais le match physique, Rabiot et Tchouaméni seraient là pour répondre. Et Koné entrerait pour en rajouter. Chaque solution que tu choisissais ouvrait un autre problème. C'est pour ça que les comparaisons devenaient folles. Des consultants comparaient cette équipe au Brésil de 70, celui de Pelé, considéré comme la plus grande sélection de tous les temps. D'autres disaient que si cette France allait au bout, elle serait peut-être la plus grande équipe de l'histoire de ce pays, devant même celle de 1998 et celle de 2018. Sur le papier, avec cette profondeur, c'était même pas un débat. Mais le foot a déjà montré qu'un effectif de rêve ne garantit rien. Le Brésil de 1982, avec Zico, Socrates et Falcao, considéré par beaucoup comme la plus belle équipe jamais vue, est tombé au 2e tour. Le Brésil de 2006 avec Ronaldo, Ronaldinho et Kaka est tombé en quart. Et cette France de 2026 allait bientôt rejoindre cette liste maudite. Sauf que derrière cette machine, il y avait un homme. Et pour lui, ce tournoi représentait bien plus qu'un trophée. Cette machine, c'est un homme qui l'a construite pendant 14 ans. Didier Deschamps. Et son histoire avec cette équipe, il faut la rappeler, parce qu'elle rend la suite encore plus cruelle. En 2012, quand Deschamps récupère l'équipe de France, c'est une équipe en ruine. L'Euro vient de se terminer en quart de finale dans une ambiance catastrophique. Le vestiaire est toxique. Nasri insulte des journalistes. La grève de Knizna en 2010 est encore dans toutes les têtes. La France a du talent, elle en a toujours eu, mais c'est une équipe qui implose à chaque tournoi. Personne ne lui fait confiance. Deschamps ne promet pas du beau jeu, il promet de l'ordre. Il reconstruit tout, joueur par joueur, tournoi par tournoi. Quart de finale digne en 2014 contre la future championne allemande, finale de l'Euro 2016 à la maison, perdu cruellement en prolongation contre le Portugal, puis en 2018, le sommet, champion du monde en Russie avec une équipe où chaque joueur connaissait son rôle par cœur. Ce jour-là, Deschamps rejoint un club qui ne compte que 3 membres dans toute l'histoire du football, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde comme joueurs et comme sélectionneurs. Zagallo, Beckenbauer, Deschamps. Et depuis que Zagallo et Beckenbauer sont décédés début 2024, il est le seul encore en vie à porter ce titre. Ensuite, en 2022, encore une finale, perdue au tir au but contre l'Argentine après un match considéré comme la plus grande finale de l'histoire. Puis l'Euro 2024, le creux. Une France incapable de marquer dans le jeu, sortie en demi-finale par l'Espagne. Les critiques pleuvent, on dit que son football est dépassé, qu'il faut passer à autre chose. En janvier 2025, Deschamps annonce lui-même la fin. La Coupe du Monde 2026 sera son dernier tournoi. Après 14 ans, il partira quoi qu'il arrive. Et c'est là que l'histoire devient belle, parce qu'au lieu de gérer sa sortie tranquillement, Deschamps a construit sa meilleure équipe pour son dernier tour de piste. Il a corrigé ce qui n'allait pas à l'Euro, il a recentré Mbappé en pointe, il a donné les clés du jeu à Olise, il a intégré Doué, Barcola, Cherki. Et pendant ce mondial, il a même corrigé la machine en plein vol. Après un premier match moyen contre le Sénégal, où le pressing était mal réglé, il a resserré les distances, ajusté les rôles, et l'équipe est montée en puissance match après match. Et il y a un moment de ce tournoi qui prouve la force de ce qu'il a bâti. Fin juin, la mère de Deschamps décède. Il quitte le groupe pour l'enterrement et rate le match contre la Norvège. Ce soir-là, sans lui sur le banc, la France gagne 4-1 avec un triplé de Dembélé en première mi-temps. Alors ouais, il faut être honnête, cette Norvège-là a été privée de plusieurs titulaires. Mais une victoire 4-1 en Coupe du Monde reste une victoire 4-1 en Coupe du Monde. Et surtout, la machine a tourné toute seule, sans son créateur. C'est peut-être le plus grand compliment qu'on puisse faire à un entraîneur. Il a construit quelque chose qui fonctionne même sans lui. Voilà où en était Deschamps avant cette demi-finale, à 90 minutes d'une 3e finale consécutive, à 2 matchs d'une sortie parfaite.
partir avec une 3e étoile, la plus grande équipe de France de l'histoire et un statut de plus grand sélectionneur de tous les temps. Le scénario était écrit, il ne restait qu'à le jouer. Sauf qu'en face, il y avait une équipe qui avait déjà déchiré ce scénario 2 fois, et un gamin de 18 ans qui avait annoncé la suite à tout le monde. Parce qu'avec le recul, tout était sous nos yeux depuis le début. Il suffisait de regarder les chiffres. Sur les 10 dernières confrontations entre la France et l'Espagne en a gagné 7, la France 2, et un nul. Et la dernière victoire française en match officiel remonte à la finale de la Ligue des Nations 2021, il y a 5 ans. Depuis, la France n'a plus jamais battu cette Espagne. Jamais. Et surtout, il y a les 2 étés qui ont précédé cette Coupe du Monde. Été 2024, demi-finale de l'Euro. L'Espagne élimine la France 2-1, avec un but complètement fou d'un gamin de 16 ans qui s'appelle Lamine Yamal. Été 2025, demi-finale de la Ligue des Nations. L'Espagne encore, victoire 5-4 dans un match complètement fou. 2 étés de suite, 2 matchs couperés, 2 fois l'Espagne. Et à chaque fois, le même constat. Quand la France croise cette génération espagnole, elle perd. Donc en arrivant en demi-finale, la vérité c'est que la France n'affrontait pas un adversaire comme les autres. Elle affrontait la seule équipe au monde qui la bat systématiquement depuis 3 ans. Une Espagne championne d'Europe en titre, invaincue depuis mars 2024, avec un seul but encaissé en 6 matchs dans ce tournoi. Mais ça, presque personne n'en parlait. Tout le monde regardait les 16 buts de la France, les records de Mbappé, la machine parfaite. Le passé récent contre l'Espagne, on l'avait rangé dans un tiroir. Et puis, il y a eu la phrase de Lamine Yamal la veille du match, qui s'est présenté devant les journalistes de la télévision espagnole. Et il a dit calmement, il y a 2 options. Soit la France atteint sa 3e finale de Coupe du Monde consécutive, soit nous, on les bat 3 fois de suite. Ce gamin n'avait aucun doute. Pour lui, l'Espagne avait déjà battu cette France 2 fois. Et il n'y avait aucune raison que la 3e se passe autrement. Sur le moment en France, cette phrase a fait sourire ou agacer. Un gamin de 18 ans qui provoque la machine de Deschamps, le numéro 1 mondial, l'équipe aux 6 victoires en 6 matchs, beaucoup y ont vu de l'arrogance. Presque personne n'y a vu ce que c'était vraiment. Un avertissement. Et il y avait un dernier détail que tout le monde avait mis de côté. Cette France au parcours parfait n'avait encore jamais été testée. Le Sénégal, l'Irak, la Norvège, la Suède, le Paraguay, le Maroc, de bonnes équipes. Certaines peuvent être considérées comme des adversaires sérieux. Mais à part le Maroc, aucune nation du top 10 mondial, ni même du top 15. Aucune équipe n'est capable de lui prendre le ballon, de la faire courir, de l'attaquer dans ses points faibles. La machine avait écrasé tout le monde. Oui, mais personne ne savait comment elle réagirait le jour où quelqu'un lui rendrait les coups. Ce jour-là, c'était le 14 juillet, le soir de la fête nationale française. Et ce qui s'est passé ce soir-là, personne en France n'est prêt de l'oublier. 14 juillet 2026, demi-finale à Dallas. Le jour de la fête nationale française, des millions de Français devant leur télé, persuadés d'assister à une nouvelle démonstration. Et pendant 20 minutes, le match est fermé, tactique, sans grande occasion. Puis tout bascule sur une action complètement bête. 22e minute, un centre espagnol traverse la surface française. Lucas Digne veut se faire une tête pour lui-même et dégager derrière. Sauf qu'il rate complètement sa première touche. Le ballon rebondit et Yamal, qui a lu l'erreur avant tout le monde, surgit dans le dos de Digne. C'est ça l'intelligence de joueur. Il a vu la première touche ratée avant même que Digne comprenne ce qui lui arrivait. Digne ne l'a pas vu, il arme son dégagement et au lieu de frapper le ballon, il fauche Yamal en pleine surface. Penalty indiscutable. Oyarzabal le transforme, son 5e but du tournoi. 1-0 pour l'Espagne. Et là, il faut bien mesurer ce qui vient de se passer. Pour la première fois de toute cette Coupe du Monde, la France est menée au score. Souviens-toi du début de cette vidéo, 6 matchs sans jamais être menés, pas même 1 minute. Et maintenant qu'elle l'est, un détail de l'histoire refait surface. La France n'a jamais gagné un match de Coupe du Monde en étant menée à la mi-temps. Et puis, les problèmes s'enchaînent. À la 30e, Saliba se blesse tout seul sans contact et doit sortir. La Croix entre avec un seul petit match dans le tournoi. À la pause, Deschamps sort Rabiot, averti dès la 9e minute, et est devenu un carton rouge ambulant. La machine parfaite est en train de se dérégler pièce par pièce. Et en face, l'Espagne déroule son plan sans trembler. 58e minute, Porro donne à Olmo à l'entrée de la surface, part dans son dos et personne ne le suit. Olmo lui remet dans la course et Porro fusille Maignan, 2-0. En 1-2 d'école, dans un espace que la France a laissé grand ouvert. 3 minutes plus tard, Yamal croit même mettre le 3e après une passe en profondeur de Koubarsi, mais il est signalé hors jeu de quelques centimètres. La veille de ses 19 ans, le gamin qui avait annoncé la défaite de la France était en train de la provoquer sur le terrain. Et la fin de match, c'est le plus dur à regarder. Cette France, qui devrait tout envoyer pour revenir, n'y arrive tout simplement pas. Mbappé tente, une frappe déviée par Cucurella qui frôle le poteau, un centre-tir détourné par Simone, mais rien de vraiment dangereux. Doué voit sa tentative repoussée à la 81e, le reste de l'équipe semble éteint, dépassé et complètement sans espoir. Maintenant, regarde les chiffres. La France a tiré 14 fois, mais sans se créer une seule vraie occasion. 0,3 buts attendus sur tout le match, pour une équipe qui tournait à 2,1 de moyenne depuis le début du tournoi. L'Espagne, elle, a tiré 10 fois, cadré 2 tirs et marqué 2 buts.
2 tirs cadrés, 2 buts. Une exécution froide, sans le moindre déchet. Et le pire dans tout ça, c'est Mbappé. L'homme aux 8 buts, le meilleur buteur de l'histoire des matchs à élimination directe, a disparu. Selon les statistiques du match, 0 but, 0 passe décisive, 0 occasion créée. Un dribble réussi sur 6 et 14 ballons perdus. Le joueur le plus dangereux du monde, réduit à courir dans le vide pendant 90 minutes. Au coup de sifflet final, 0-2. Pas de 3e finale consécutive, le rêve de la 3e étoile est mort à Dallas, un soir de fête nationale. Et après le match, Mbappé n'a pas cherché d'excuses. Il a dit « On n'a pas montré notre style habituel, ni techniquement, ni tactiquement. L'Espagne a suivi son plan pendant tout le match, et nous, on n'a pas exécuté ce qu'on devait faire. Il faut être honnête avec nous-mêmes. On n'avait pas assez pour aller en finale. » Quand le capitaine dit ça, tout est dit. Sauf qu'une question reste entière. Comment une machine pareille, avec cet effectif, ce parcours et ces records, peut s'éteindre à ce point en une seule soirée? La réponse tient en un plan, le plan parfait de l'Espagne. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est pas un accident, c'est un plan. Et quand tu le décortiques, tu comprends que l'Espagne n'a pas juste battu la France, elle l'a démonté pièce par pièce. Première pièce du plan, le couloir de Digne. Les Espagnols avaient identifié le côté gauche français comme le point faible de cette équipe, et ils ont passé toute la soirée à taper au même endroit. Et si tu suis la chaîne, ça devrait pas te surprendre. Dans ma vidéo d'avant le tournoi, l'équipe de France en danger pour la Coupe du Monde 2026, je t'avais alerté sur ce poste de latéral gauche. Le seul de cette équipe sans aucune option qui inspirait vraiment confiance. C'est exactement là que l'Espagne a frappé. Yamal avait pour consigne de partir en 1 contre 1 sur Digne à chaque ballon, avec Porro qui doublait dans son dos. Et regarde le résultat. Le penalty vient de ce couloir, avec Yamal qui surgit sur l'erreur de Digne. Le but de Porro vient de ce couloir, avec le 1-2 dans l'espace laissé libre. Et même le but refusé de Yamal vient encore de ce couloir, après un débordement où il prend Digne de vitesse. Les 2 buts et la plus grosse occasion du match, tous nés du même côté. Deuxième pièce, couper le cerveau. Souviens-toi de ce qu'on a dit sur Olysée. C'est lui qui connecte le milieu à l'attaque, lui qui trouve les passes, lui qui donne le tempo. Les Espagnols l'avaient parfaitement compris. Rodri et Fabian Ruiz se sont relayés sur lui pendant tout le match, en lui fermant les espaces entre les lignes. Olysée n'a jamais pu se retourner, jamais pu jouer vers l'avant. Il a tellement disparu du match que Deschamps l'a sorti. Et sans Olysée, les attaquants français se sont retrouvés chacun dans leur coin, isolés, sans personne pour les servir. Troisième pièce, effacer Mbappé. Et là, il faut parler de Pau Cubarsí. 19 ans, le défenseur du Barça a passé la soirée à anticiper chaque passe en profondeur vers Mbappé, à fermer chaque ligne de passe avant même que le ballon parte. Résultat, Mbappé pris au piège du hors-jeu à répétition, obligé de décrocher loin du but pour toucher des ballons. Et quand il a quand même réussi à frapper, c'est Cucurella qui a tout sauvé. Une déviation sur la frappe qui filait vers le poteau, et un tacle de la dernière seconde dans la surface. Le meilleur buteur du tournoi, neutralisé par un gamin de 19 ans. Et la dernière pièce, c'est la plus importante, le ballon. La machine de Deschamps, tu l'as compris depuis le début de cette vidéo, c'est une machine à transition. Elle défend en bloc, elle récupère et elle te tue en 3 secondes avec la vitesse de ses attaquants. Sauf que pour ça, il faut des espaces. Et l'Espagne est la seule équipe au monde qui refuse de t'en donner. Elle garde le ballon, elle t'oblige à courir derrière. Et quand elle le perd, elle presse immédiatement pour t'empêcher de lancer la contre-attaque. La France a passé la soirée à courir dans le vide, sans jamais pouvoir déclencher son arme principale. Le journaliste argentin Gaston Edul a résumé le match en une phrase. L'Espagne a écrasé la France et a contrôlé le match du début à la fin. Elle l'a privé de ballon et l'a forcé à courir dans tous les sens. Et elle a donné l'impression de faire ça avec le minimum d'efforts. Avec le minimum d'efforts, contre la machine la plus impressionnante du tournoi. Et c'est ça la vraie leçon de cette soirée. La France n'avait pas de plan B parce qu'elle n'en a jamais eu besoin. Pendant 6 matchs, son plan A avait suffi à tout écraser. Mais le jour où une équipe a été assez forte pour lui retirer son plan A, il n'y avait rien derrière. Voilà comment s'arrête l'histoire de cette France. Pour Deschamps, il reste un dernier match, la petite finale, samedi à Miami contre le perdant d'Angleterre-Argentine. Après 14 ans, 2 finales de Coupe du Monde, 1 étoile et une équipe reconstruite de zéro, il partira sans le trophée qu'il voulait pour sa sortie. Et derrière lui, tout est déjà prêt. Selon l'équipe ESPN, Zidane a un accord verbal avec la fédération. Son staff est déjà constitué et sera officialisé après la Coupe du Monde. Le capitaine de 98 s'en va. Le numéro 10 de 98 arrive. Alors je te laisse avec la question qui va faire débat pendant des années. Cette France, avec cet effectif, ce parcours et ces records, c'était vraiment la plus grande équipe de France de l'histoire? Ou juste la plus impressionnante jusqu'au jour où on l'a vraiment testée? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi pour la suite de cette Coupe du Monde, et on se retrouve très vite pour la prochaine.